Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Monsieur Coucou chez Le Lombard. C'est une BD avec une histoire qui m'a beaucoup touchée. Donc c'est l'histoire de Alan, et en fait en vrai il s'appelle Abel mais il a pris un autre nom, qui vit en France avec sa copine. Et en fait au tout début de l'histoire, c'est pas très joyeux parce que la mère de sa copine, dont il est très proche, est malade. En fait elle a un cancer et elle est sur le point de mourir. Alan il a une double histoire parce qu'il a cette histoire en France mais il est né au Maghreb et il est complètement séparé de sa famille. Il ne parle plus à personne dans sa famille et il ne veut plus en entendre parler. Malheureusement, l'état de la maman s'empire de plus en plus. Elle souffre vraiment énormément et elle se souvient qu'en fait, Alan, il connaît quelqu'un au Maghreb qui est guérisseur et qui sait faire vraiment des miracles. Et elle va lui demander d'aller le voir pour aller lui chercher un remède. Alors Alan, il veut pas entendre parler de sa famille, mais il aime cette personne et il veut que son bonheur, donc il décide d'y aller quand même, bon gré mal gré. Donc il va devoir renouer avec sa famille. Moi, c'est un album qui m'a beaucoup plu parce que ça nous montre vraiment deux ambiances en fait. La France et son pays d'origine, et on voit ce qu'il aime et ce qu'il aime pas dans les deux univers. Et puis aussi, c'est un album qui est vraiment très sensible. On va le voir renouer peu à peu avec sa famille. On va voir ce qu'il a gêné, mais on va voir aussi ce qu'il avait oublié et qui était bien. C'est un album qui tire un peu des larmes, qui n'est pas toujours très joyeux, mais c'est un très bel album malgré tout. Ça s'appelle Monsieur Coucou, c'est chez Le Lombard et je vous le conseille carrément. Alors mon coup de cœur de cette semaine, c'est 5 branches de coton. C'est aux éditions Dupuis et en fait c'est dans la collection Air Libre. Alors la collection Air Libre cette année, elle fête ses 30 ans et je trouve que c'est plutôt un bel album pour démarrer cette 30e année. L'idée c'est qu'en fait on plonge dans l'aventure de soldats afro-américains. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Ces soldats donc, sont envoyés en Europe, ils ont envie d'aller défendre les couleurs de leur pays et défendre en fait le côté des Alliés. Sauf que ces soldats afro-américains sont envoyés dans des camps de seconde zone. On n'a pas spécialement confiance en eux. Dans ces camps-là, ça se passe pas très bien parce qu'ils sont un peu parqués, mis à part des autres. Et du coup, ils vont essayer de militer pour partir dans une vraie et grande mission. Donc le récit se déroule en deux temps. En fait, on suit deux destins, c'est-à-dire ces hommes qui sont sur le front et qui vont réussir à partir en mission, sinon vous imaginez, il n'y a pas d'aventure. Et de l'autre côté, en fait, la vie de leurs femmes, sœurs, mères, en fait, la vie des femmes qui sont restées au pays, aux États-Unis, et qui vont indirectement, en fait, militer également pour l'égalité des droits. On est embarqué comme ça dans un récit bluffant. C'est Steve Cusor au dessin qui nous en met plein la vue pour les amateurs de bande dessinée classique. C'est vraiment très bien léché. On se retrouve avec des scènes absolument magnifiques qu'il ne faut pas rater sous la neige. Il y a une scène assez culte où on voit en fait tout un combat sous la neige. Pour avoir vu les originaux en noir et blanc, c'est à tomber par terre. Et l'auteur a fait un choix très stratégique pour que vous puissiez bénéficier de la qualité de son travail en noir et blanc. En fait, il y a une couleur qui est posée à chaque fois avec une ambiance de couleur, avec quelques nuances, de manière à ce que vous ayez tout le détail du noir et blanc. Donc c'est assez magistral, ça donne un côté un peu vieillot et une patine assez sympa. Donc on plonge dans cette espèce de récit de vie et de destin de la Seconde Guerre mondiale et de soldats oubliés. Voilà, donc c'est un grand oui et un grand coup de cœur pour cet album. Donc de Steve Cusor et Yves Sant au scénario, c'est chez Air Libre et du coup je pense que Air Libre aura encore pas mal de belles surprises tout au long de cette année pour son 30e anniversaire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Mon Traître. Alors, Mon Traître, c'est une bande dessinée écrite et dessinée par Pierre Alary et adaptée du roman éponyme de Serge Chalandon. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, on suit l'histoire d'Antoine, qui est un jeune luthier parisien dans les années 70 et qui va faire la rencontre de Tyrone Meehan en Irlande. Donc, cet homme, Tyrone Meehan, c'est une figure de l'IRA et de la résistance face à l'envahisseur britannique. Et Antoine va idolâtrer cet homme et va vouloir devenir comme lui, c'est-à-dire un Irlandais. Il va vouloir s'habiller comme eux et il va vouloir finir par rejoindre l'IRA et s'engager dans le conflit. Sauf que des années plus tard, il va apprendre que cet homme, Tyrone, était un traître. Et en fait, du coup, son monde va s'écrouler parce qu'il avait construit un idéal autour de cet homme. Et en fait, cette histoire, ça va raconter donc, leur relation dans toutes ces années et nous interroger sur quand on trahit, qu'est-ce qu'on trahit, est-ce qu'on trahit ses amis, ses idéaux et surtout qu'est-ce que ça implique de trahir. Donc voilà, donc c'est une œuvre intimiste, que ce soit au niveau de l'écriture, les dialogues sonnent très justes, on a vraiment l'impression d'être avec tous ces personnages qu'on rencontre, des personnages d'ailleurs très attachants.
Ensuite, les dessins aussi. Voilà, au niveau de la colorisation aussi, c'est très chaleureux. En fait, ce qui est assez ironique, c'est que les couleurs sont pas du tout réalistes, mais justement, comme elles en appellent à nos émotions, et ben, ça renforce cet aspect très intimiste dans le récit, et c'est vraiment immersif. Et voilà, donc je pourrais en parler encore longtemps, mais vraiment, lisez ce livre. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Metal Gear Solid chez Mana Books. Donc c'est un comics qui avait été édité au départ par IDW. C'est une adaptation du jeu vidéo Metal Gear Solid. C'est écrit par Chris Oprisco et c'est surtout dessiné par Ashley Wood. Alors Ashley Wood, il a un style qui est très particulier, c'est-à-dire que certains moments ça va être très détaillé et à d'autres moments ça va être beaucoup plus abstrait. Si vous avez joué à Portable Ops, il avait fait quelques artworks et c'est lui qui s'occupait des cinématiques animées. Pour la trame principale, ça va réadapter le jeu Metal Gear Solid. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ça raconte l'histoire de Solid Snake, qui est un soldat à la retraite, qui est rappelé par son ancien commandant pour infiltrer une base en Alaska qui a été prise d'assaut par des terroristes qui ont volé une ogive nucléaire et qui menacent de tirer sur les États-Unis moyennant rançon. Comme c'est Metal Gear Solid, vous verrez qu'il se passe beaucoup plus de choses, que c'est beaucoup plus compliqué. Mana Books, c'est une jeune maison d'édition, ils se sont lancés il n'y a pas longtemps, ils ont des ouvrages vraiment centrés autour du jeu vidéo. Ils ont sorti la bande dessinée Overwatch, ils ont sorti des artbooks aussi sur Final Fantasy et sur Mass Effect, il me semble. Et Arnaud, qui est derrière la caméra, me souffle Bloodborne. Voilà, mais moi j'aime pas Bloodborne, donc ça je m'en fous et je le couperai au montage. Si vous avez aimé Metal Gear Solid, je ne peux que vous conseiller d'acheter cette bande dessinée. Les dessins d'Ashley Wood sont tout simplement magnifiques et pour la claque visuelle, ça vaut le coup. En plus, ce qui est assez incroyable, je ne sais pas comment ils en sont sortis, mais ça fait 300 pages et ça coûte que 18 €. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du tome 2 de Dr Radar. Enfin le tome 2, je vais dire, parce que ça fait un petit moment que le tome 1 était sorti. Il n'était pas prévu que ce personnage soit au centre d'une série, mais il y avait plein de portes ouvertes, et heureusement, les auteurs se sont engouffrés dedans. Donc on retrouve le docteur Radar, un docteur mégalomane qui a envie d'asseoir son pouvoir sur l'ensemble de la Terre. Il avait kidnappé des scientifiques dans le premier volume, et bien là il continue, car il s'est réfugié, il s'est terré dans l'Italie mussolinienne. Et donc là, comme je disais, il a kidnappé un scientifique et il va essayer d'aller jusqu'au bout de ses manigances et réussir là où il avait échoué dans le premier volume. Du premier volume, on va retrouver les personnages qui sont à sa poursuite, Ferdinand Straub et son acolyte Passant. Et ils vont essayer de l'arrêter et bien évidemment il va y avoir de nombreuses péripéties et beaucoup d'actions. Au scénario, on retrouve Noël Simsolo qui continue à orienter cette série vers un côté très feuilletonnant. On n'est pas loin des Fantomas, on n'est pas loin de Mabuse aussi. Au dessin, il y a le très grand Frédéric Bézian, avec un dessin que l'on reconnaît immédiatement, avec un trait anguleux, très dynamique, très noir également, et surtout son utilisation de couleurs extrêmement tranchées. Il va y avoir peu de gammes chromatiques qui vont être développées, mais tout de suite en scène une dramaturgie, une théâtralité qui va vraiment porter l'histoire vers une qualité que j'apprécie beaucoup. Voilà un deuxième volume où on va retrouver un méchant très méchant, beaucoup d'action, une histoire feuilletonnante qui va vous tenir en haleine du début à la fin. Et que dire de plus, sinon lisez-le vite. La semaine prochaine, il y a Black Panther qui arrive. Alors même si le prochain Arnaud découvre Marvel ne se portera pas sur ce bouquin, j'ai décidé d'en parler pour ce coup de cœur de 9e art. C'est Qui est la Black Panther? C'est une mini-série en 6 numéros écrite par Reginald Hudlin, un mec qui bosse aussi pour Hollywood, et dessinée par John Romita Jr. que vous connaissez certainement. C'est une réédition d'un ouvrage qui est sorti en 2005 outre-Atlantique, qui a été édité une première fois chez Panini et dont l'édition n'est plus vraiment trouvable, si ce n'est à plusieurs dizaines d'euros face aux spéculateurs. Donc c'est quand même une bonne chose que ça revienne avec la sortie du film pour mettre un peu de lumière sur ce récit qui est fondamental dans l'histoire du personnage, une reprise donc assez moderne et qui va en fait se faire le tour vraiment de Black Panther en tant que T'Challa, en tant que roi du Wakanda. Et là c'est vraiment un roi qui est intransigeant face aux peuplades européennes et blanches américaines qui n'ont cesse de vouloir envahir ce pays parce que y a plein de ressources, notamment le vibranium. Du coup là c'est vraiment une stature politique qui est très forte, c'est aussi un guerrier qui est montré vraiment très puissant et justement qui fait pas de compromis avec les autres, et c'est aussi également un très bon moment de voir comment il accède à ce statut. Donc on a un peu
une origin story, et à la fois on a aussi l'origin story de Klaus, un de ses plus grands ennemis, qui va aussi là faire des alliances pour tenter d'envahir le Wakanda avec l'aide plus ou moins des États-Unis. Bref, c'est assez court au final, c'est que 6 numéros et la fin est peut-être un petit peu abrupte, mais c'est vraiment super bien raconté. Il y a un vrai charisme dans le personnage qui est démontré dans ce récit, et puis John Romita Jr. là il est vraiment en forme. Donc allez-y, ça vient de ressortir, c'est une très bonne pioche.